Salut tout le monde! Aujourd'hui on va parler d'une affaire qui m'a particulièrement marquée parce que quand ça s'est passé j'étais au lycée et comment dire qu'on avait des affiches partout, en fait on entendait partout donc euh, comme j'ai pas vraiment suivi l'affaire au moment où ça s'est passé, je me suis dit que je ferais une vidéo là-dessus et mon dieu que c'est intéressant. Nous sommes le 18 mars 2015 à Bagnols-sur-Cèze et Lucas Tronche doit rejoindre son frère à l'arrêt de bus pour aller à leur cours de natation. Malheureusement, il n'arrivera jamais à l'arrêt de bus. La famille Tronche est composée de 4 personnes. Encore une fois, je dis des bêtises. La famille Tronche est composée de 5 membres. Il y a les parents, Eric et Nathalie, il y a Valentin et Lucas, les deux plus grands, et il y a le petit dernier, dont je n'ai pas réussi à trouver le nom, donc je pense qu'il voulait un peu le préserver de toute l'attention médiatique. Mais voilà, Lucas a un grand frère et un petit frère. J'espère que c'est clair. Vers 17h, Valentin, le frère de Lucas, part avant lui à l'arrêt de bus. Il dit à son frère qu'il le rejoindra plus tard et Valentin s'en va. Comme il ne le voit pas arriver, il décide à 17h30 de l'appeler, seulement le portable de Lucas est éteint. On sait que Lucas a pris sa trottinette et est parti de chez lui à 17h10 et il aurait éteint son téléphone à 17h16. Et on sait qu'il est parti avec un sac à dos qui ne contenait pas d'affaires de piscine et en fait pas grand chose, en tout cas pas grand chose pour qu'il puisse survivre tout seul. Et malheureusement c'est là que commence le mystère de Lucas Tronche car on ne sait pas où il est parti, avec qui et ce qu'il s'est passé après. Nathalie Tronche arrive à l'arrêt de bus à 20h, l'heure habituelle où elle récupère ses enfants à l'arrêt de bus après leur cours de piscine. Seulement, elle remarque qu'il n'y a que Valentin. Quand elle demande à Valentin où est passé son frère, il lui répond qu'il est sûrement resté à la maison car il n'est pas venu. Seulement, Nathalie Tronche était à la maison 2 heures avant. Et elle sait qu'il n'était pas à la maison. Donc un peu paniquée, elle décide d'appeler tous les hôpitaux, toutes les urgences pour savoir s'il ne lui serait pas arrivé quelque chose. Peut-être une chute, un accident. Voilà, elle essaye tous les hôpitaux, mais rien ne marche. Elle appelle ensuite les amis de son fils qui leur répondent ne pas avoir eu de nouvelles de Lucas. Et elle devient un peu plus paniquée encore. Et c'est après tous ces appels qu'elle va appeler la police parce que son fils est introuvable. Son fils de 15 ans est introuvable. Évidemment, la police va tout de suite ouvrir une enquête et Eric, le père, sera mis au courant seulement quand il rentrera du travail, c'est-à-dire à 23h. Je ne sais pas pourquoi ils ont attendu aussi longtemps pour lui en parler. Peut-être qu'il n'était pas joignable, mais voilà, ils ont attendu son retour du travail, donc à 23h pour lui en parler. Une enquête pour disparition inquiétante est ouverte dans la soirée du 18 mars 2015 et les recherches pour retrouver Lucas sont vite engagées. Le 25 mars 2015, l'affaire sera ensuite confiée au service régional de la police judiciaire de Montpellier. Et comme on sait que Lucas n'a pas le profil d'un fugueur, le parquet de Nîmes va ouvrir le 30 mars 2015 une enquête pour enlèvement et séquestration. Je sais qu'on a plusieurs villes d'impliqués. D'ailleurs, j'ai pas bien compris, moi, les liens. Est-ce qu'ils travaillent ensemble ou pas? Je pense, sincèrement. Mais en tout cas, j'espère. Mais voilà, je sais que c'est un peu compliqué avec toutes ces villes, mais voilà. Et en fait, ils font ça parce qu'ils essayent de n'écarter aucune thèse. Vu qu'il n'y a pas assez d'éléments pour émettre une théorie, ils veulent chercher à tous les endroits possibles, toutes les théories possibles. Voilà, donc on ne ferme aucune porte pour l'instant. La première théorie qui apparaît quelques jours après, c'est que Lucas serait parti au Moyen-Orient pour soit devenir djihad, soit au contraire aider les chrétiens qui seraient au Moyen-Orient. Mais je suppose que les parents se sont vite opposés à cette théorie et elle a été écartée parce que
ça ne correspond pas du tout à Lucas Tronche, en tout cas pas à sa personnalité. Ensuite, la police va interroger tous les proches de Lucas, que ce soit la famille, les amis, les voisins. Ils vont même aller jusqu'à interroger les gens qui sont passés en voiture dans la rue ce jour-là, cette soirée-là. Une commission rogatoire est lancée aux États-Unis pour pouvoir accéder aux messages et aux échanges de Lucas sur Snapchat, seul réseau qu'il utilisait. Donc Lucas mange avec son petit frère et la nounou. Je ne sais pas s'il mange avec Valentin, ce n'est pas marqué. Et puis le plus petit frère doit aller à un anniversaire. Et la nounou demande d'abord à Valentin s'il veut les accompagner. Celui-ci dit non. Et Lucas va finalement accompagner son petit frère et la nounou à l'anniversaire. Et il va revenir avec elle à la maison à 15h. Et comme la mère de Lucas avait laissé un billet de 20 € pour que le plus petit puisse acheter un cadeau, c'est Lucas qui est allé chercher un cadeau, mais il a pris un cadeau d'une valeur de 7 €. Donc on sait qu'il avait quand même un peu d'argent en poche. Mais son père explique qu'il avait des économies, des étrennes dans sa chambre, et il avait 120 € en tout qui sont encore dans sa chambre, qui sont restés dans sa chambre. Donc voilà, je pense que s'il avait prévu de partir, il aurait pris son argent. Donc la nounou et Valentin, la nounou et Lucas rentrent chez eux, chez Lucas à Bagnols-sur-Cèze vers 15h. La nounou s'en va peu après et les deux plus grands restent à la maison. On sait que Valentin était sur l'ordinateur, il était en train de jouer. Et il explique que Lucas est descendu prendre un goûter. Et il va apercevoir Lucas dans la cour, seul et au téléphone. Donc on pense qu'à ce moment-là, il était sur Snapchat, parce que son téléphone montre qu'il y a eu une activité à cette heure-là. Mais on ne sait pas exactement ce qu'il faisait sur son téléphone. Il était seul dans sa cour. Est-ce qu'il parlait à quelqu'un? Est-ce que... Voilà. Après, je sais que du coup, les Américains ont donné les données de Snapchat, puisqu'on pense qu'il était là-dessus, mais rien n'a été trouvé. On a aussi fouillé son ordinateur et sa tablette, mais rien n'a été trouvé. Et c'est là qu'il va falloir vous accrocher, parce que on va voir témoignage sur témoignage. Ça peut peut-être être perturbant, mais l'enquête a été faite comme ça. Ils ont fouillé toutes les pistes possibles et voilà, opposé, pas opposé. Donc là, on va voir tous les témoignages de ceux qui étaient aux alentours au moment de la disparition. Déjà, une voisine dit l'avoir aperçu le jour de sa disparition entre 17h15 et 17h30. Et il se dirigeait vers des vignes sur le chemin de Sauduran, j'espère que je le dis bien, chemin qui est opposé à la piscine. À 500 mètres de là, une femme dit avoir aperçu le 19 mars, donc le lendemain de sa disparition, une personne pouvant ressembler à Lucas traverser un terrain à l'avant de sa ferme. Et effectivement, un chien pisteur a flairé la piste de Lucas à cet endroit-là, et il va suivre la piste sur 1 km en direction du sud, et puis plus rien. Le même jour, il y a un bénévole qui est en train de faire une battue pour retrouver Lucas, justement, qui aperçoit une silhouette en haut d'une falaise, et ils la décrivent comme une silhouette juvénile, tout en haut du piton rocheux. Et apparemment, elle était en train de les observer travailler, enfin de faire la battue, quoi. Et à ce moment-là, il y a il y a quelqu'un qui a pris une photo de cette silhouette, que je vous mets par là. C'est assez flou, c'est assez loin, donc on voit pas très bien, mais on voit la silhouette. En tout cas, la police n'a pas pu identifier la personne qui avait sur cette photo. D'autres bénévoles disent avoir aperçu l'ado le 23 mars à 10h30, et il aurait été en train de regarder des vignerons travailler avant de se cacher dans les bois. Ensuite, il y a un motard de 25 ans qui vit dans les environs, qui dit avoir vu marcher Lucas le long d'un chemin esbrézin. J'espère que je le dis bien, je suis désolée, vraiment. Et donc il l'aurait vu le 23 mars en début d'après-midi. Et en fait, on pense que c'est lui parce qu'il a décrit les habits que le jeune homme portait
aux parents, et les parents disent que c'est les habits que portait Lucas au moment de partir. Et évidemment, cette zone-là a été cherchée après par des chiens et des hélicoptères. Et ça, c'est le témoignage le plus étrange, je trouve, qu'on a par rapport à Lucas. C'est un ado et son père qui disent avoir aperçu Lucas Tronche le 28 mars au magasin Cultura du Pontet. Et ce qui est étrange, c'est qu'il aurait été accompagné d'une femme d'environ 40-50 ans. Évidemment, il y a des vérifications qui ont été faites par rapport à cette femme-là, mais rien n'a donné. Rien n'a donné. Ça n'a rien donné. Nous sommes 7 mois après la disparition de Lucas Tronche et les parents, Nathalie et Eric, commencent à recevoir des lettres anonymes étranges qui leur assurent que Lucas Tronche est vivant, qu'il va bien et qu'il ne faut pas s'inquiéter. En tout, c'est 11 lettres qui seront envoyées à la famille. La police va réussir à retrouver l'expéditeur en été 2016 grâce à des caméras de surveillance qu'il y avait au poste de tri, donc là où la personne a envoyé la lettre. C'était un employé de supermarché de 57 ans qui habitait à Valence et qui malheureusement était mythomane. Il n'a absolument rien à voir avec Lucas, mais il a quand même été condamné à 2 ans de prison, donc 1 avec sursis, pour s'être mêlé d'une affaire criminelle, tout simplement. Et il a été jugé en octobre 2017. Près d'un an après le départ de Lucas Tronche, c'est au tour de Antoine Zoya, 16 ans, de disparaître mystérieusement. L'histoire d'Antoine se passe à Clarence-Sac, à 62 km exactement de Bagnols-sur-Cèze. Et les policiers ont fait un lien au début avec ces 2 adolescents parce qu'apparemment ils auraient eu une personnalité similaire. Ils se connaissaient pas, mais leur personnalité était similaire, donc voilà, je pense qu'ils ont fait un lien par rapport à ça. Je vais vous expliquer comment Antoine a disparu. Donc Antoine sort de chez lui à 13h30 et il est aperçu pour la dernière fois dans un bureau de tabac pour acheter un briquet. Une enquête est ouverte, justement pour voir s'il y a un lien avec Lucas Tronche, mais les policiers ne trouvent rien, il n'y a pas de rapport entre les deux. Et Antoine sera retrouvé 2 ans et demi après sa disparition, pendu à un arbre par un chasseur. Il sera retrouvé par un chasseur, pas pendu à un arbre par un chasseur. Et chose encore plus mystérieuse, on retrouve ses vêtements par terre à côté de lui. L'enquête est encore en cours, évidemment, pour comprendre ce qu'il s'est passé, mais on sait maintenant qu'il n'y a pas de rapport entre Lucas Tronche et Antoine Zoya. Début 2018, les policiers vont étudier la possible implication de Nordal Lelandais dans l'affaire Lucas Tronche. Lucas Tronche et Antoine Zoya, j'ai oublié de préciser. Je sais pas si vous connaissez, mais Nordal Lelandais, c'est celui qui a tué la petite Maëlys. Je vous mets une petite photo. Mais je crois qu'il a été relié à plusieurs affaires, ce qui ferait de lui un tueur en série. Je veux pas dire de bêtises non plus. Mais je pense que c'est à ce moment-là, quand on a découvert qu'il y avait plusieurs personnes impliquées, enfin plusieurs victimes d'impliquées plutôt, qu'on a essayé de faire un lien avec Lucas Tronche et Antoine Zoya. On sait que Nordal Lelandais a de la famille dans le Gard, plus précisément à côté de Bagnols-sur-Cèze. Mais dans la disparition de Lucas Tronche, il a été écarté car son téléphone montrait qu'au moment de la disparition, il était en Isère. Le 14 mars 2019, peu avant le 4e anniversaire de la disparition de Lucas Tronche, c'est une nouvelle juge d'instruction qui reprend le dossier et qui va demander à fermer toutes les portes par rapport à l'enquête. Donc, ils vont essayer de fouiller, de savoir si, oui ou non, il est parti par là ou par là ou par là. Voilà, ils vont essayer de fermer le plus de portes possible. Le 24 juin 2021, suite aux recherches de la nouvelle juge d'instruction, il n'y a plus aucune zone non fouillée. C'est-à-dire qu'on a fouillé toutes les zones
dans un rayon de plusieurs kilomètres autour de la maison de Lucas Tronche. Ce jour-là, des morceaux d'ossements et des débris de vêtements vont être retrouvés près de la maison des Tronches, plus précisément à 800 mètres de leur domicile. Les ossements ont été retrouvés le long d'un escarpement. Pourquoi j'arrive pas à le dire? Le long des escarpements rocheux. C'est bon? Les ossements et les vêtements ont été retrouvés le long des escarpements rocheux. Ah, mais j'ai pas fini le phrase. Les ossements et les vêtements ont été retrouvés le long des escarpements rocheux d'une falaise où Lucas Tronche et son père Eric avaient l'habitude d'aller, mais qui est très escarpé et presque pas praticable sans matériel. Le lendemain de cette découverte, on va retrouver son téléphone portable à peu près au même endroit, ainsi que des fragments de montre et d'un blouson. Et donc cette falaise, qui est assez riche en végétation, n'a pas été fouillée correctement, car comme je l'ai dit, c'était extrêmement dangereux, même pour des bénévoles, même pour les pompiers. Et en fait, ils ne l'ont pas fouillé avant juin 2021, car il fallait des équipements spécifiques, et je pense qu'on ne pensait pas non plus que Lucas soit là-haut, quoi. Le 8 juillet 2021, les expertises tombent et révèlent que les ossements appartiennent bien à Lucas Tronche. Évidemment, l'enquête continue pour savoir ce qui est réellement arrivé à Lucas Tronche sur cette falaise. Ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que quand on a retrouvé les ossements, donc je le dis, c'était des morceaux d'ossements, et on n'a pas retrouvé de crâne. Donc il n'y a pas la tête, on n'a pas pu voir s'il y a eu un choc crânien, s'il y a eu quelque chose, on n'a pas retrouvé de crâne. Et aussi quand on a retrouvé donc les ossements, les vêtements, le sac à dos, le téléphone, tout ça, ils l'ont retrouvé de façon linéaire, de haut en bas. Comme si, voilà, on avait... Mais comme s'il avait sauté un peu, hein. La première hypothèse possible, c'est l'hypothèse de l'accident. Donc, Lucas, peut-être, n'avait pas envie d'aller à la piscine, est un ado de 15-16 ans, n'avait pas envie d'en informer son frère, n'avait pas envie d'en informer quiconque, en fait. Et il serait parti marcher sur cette falaise qu'il connaissait assez bien. Et puis, soit il aurait glissé, soit il serait tombé, il aurait fait une chute qui l'aurait tué. Ça, c'est la première hypothèse. S'il était parti marcher, je vois mal pourquoi il aurait éteint son téléphone. On en vient à la deuxième théorie, qui serait la théorie du suicide, qui collerait un peu plus avec le téléphone éteint. Si c'était un suicide, il aurait éteint son téléphone en partant de la maison, il serait allé là-haut en sachant que c'était difficile d'accès, pour que personne ne puisse le retrouver. Mais les proches de Lucas ne pensent pas à un suicide. Enfin, ils voient pas pourquoi il se serait suicidé. Il n'y avait pas de réelle raison pour lui. Donc voilà, la famille est un peu contre cette hypothèse-là. Mais on peut pas non plus... comme on sait pas réellement ce qui s'est passé, on peut pas non plus écarter la thèse du suicide. Il y a aussi l'hypothèse du meurtre. Son frère l'a vu au téléphone et on sait qu'il était dehors. Enfin, il était dans la cour, il était pas dehors. Mais il aurait très bien pu texter quelqu'un, envoyer un message à quelqu'un, lui donner rendez-vous à cet endroit-là, en haut de la falaise, à cet endroit-là, partir de chez lui, éteindre son téléphone et remonter la falaise pour aller le retrouver. À partir de ce moment-là, est-ce qu'il y a eu une dispute? Est-ce que... ouais, il y a eu une dispute et puis il y en a un qui a glissé.
Lucas a glissé, il a pas su le rattraper, ou est-ce qu'il a été poussé? Et dans ce cas-là, si on prend la théorie du meurtre, on peut peut-être se demander si la personne qu'on a pris en photo en haut de cette falaise, est-ce que c'était le meurtrier qui revenait sur les lieux du crime pour voir si quelqu'un l'avait trouvé, ou pour cacher quelque chose? On peut pas enlever cette hypothèse-là non plus. On sait que ça ne s'est pas passé chez lui, que le meurtre ne s'est pas passé chez lui, car ce serait bien trop difficile de traîner un corps tout en haut de la falaise. Pour ça, il aurait fallu que Lucas Tronche soit vivant pour monter de lui-même cette falaise. C'était impossible pour quelqu'un de monter et de monter et porter un corps en même temps. Il y a une autre hypothèse que la mère de Lucas Tronche pense que c'est ce qui s'est passé. Et ce serait que Lucas Tronche aurait rencontré quelqu'un qui aurait eu une rencontre délicate et que ça lui aurait coûté la vie. Donc selon sa mère, ça aurait été possible qu'il aperçoive une situation à l'extérieur, une situation grave, une situation qui ne lui plaisait pas, et qu'il aille intervenir, ou qu'il aille prêter main forte en tout cas, donc qu'il soit sorti pour intervenir quoi, mais que là où les personnes l'auraient menacé, qu'il l'aurait menacé lui et sa famille, et que de peur que ces personnes-là s'en prennent à sa famille, Lucas serait parti à l'opposé, ne serait pas rentré chez lui en fait. C'est ce que sa mère pense, parce que apparemment ce serait plus dans le caractère de Lucas de agir de la sorte que de partir sur un coup de tête sans prévenir personne en haut d'une falaise. Voilà, après on sait que c'était un endroit qu'il connaissait, il aurait pu mener les gens en haut de cette falaise en espérant qu'ils puissent se débarrasser d'eux, et finalement c'est eux qui se soient débarrassés de lui. On peut pas fermer cette hypothèse-là non plus, et je trouve ça d'ailleurs étrange que la police n'ait pas mis cette théorie-là bien avant. Je crois qu'il y a eu un... Je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il y a eu un portrait robot au début de l'enquête, mais que ça n'a mené à rien. Mais comme il n'y a pas eu de témoin direct, c'est-à-dire il n'y a personne qui a vu Lucas sortir, parler à quelqu'un et partir avec quelqu'un, on ne saura jamais si c'est vraiment ça qui s'est passé ou non. Et moi j'aimerais mettre ma petite hypothèse, parce qu'on arrive à la fin. Et j'ai une hypothèse qui va sûrement ne pas plaire à certains, qui n'est pas fondée, hein, je tiens à le dire, ce n'est qu'une hypothèse. Et en fait, je me demande, parce qu'on sait que Lucas Tronche était un grand collectionneur de cristaux, pas de cristaux, mais de métaux plutôt. En tout cas, il collectionnait les pierres. Est-ce que ce jour-là, est-ce que c'est possible qu'il soit parti en se disant je vais agrandir ma collection, je vais chercher des pierres, et qu'il y ait un chasseur qui l'ait pris pour, je sais pas, un sanglier, une biche ou ce que vous voulez, et qu'il l'ait tué. S'il était là-haut, et on sait que c'est un endroit vachement escarpé, vachement difficile d'accès, je veux pas, si c'est le cas, je veux pas donner raison au chasseur. Mais le chasseur, peut-être que voilà, c'est pas la première fois que les chasseurs confondent des sangliers avec des humains. Et peut-être qu'il aurait tiré dessus et qu'il aurait vu tomber, il serait parti. Peut-être c'est lui qu'on a vu aussi, mais là c'est vraiment ma théorie, je veux pas non plus... Voilà, je veux pas dire des conneries, mais je trouvais ça, avec tout ce qu'on entend en ce moment, je trouvais ça vachement important de mettre cette théorie-là sur le tapis. Donc voilà, c'est la fin des théories, la fin des vidéos. Enfin, la fin de la vidéo plutôt. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. C'est une histoire qui m'a vachement marquée. Parce que je devais avoir l'âge de Lucas quand il a disparu. Peut-être un peu plus jeune.
Mais en fait, je me rappelle voir je me rappelle voir sa tête dans mon lycée un peu partout, quoi. Je me rappelle me demander pourquoi il est affiché partout, et me renseigner, et me dire, ben merde. Enfin, c'était vraiment au département à côté du mien, quoi. Donc, et le fait qu'on retrouve les ossements qu'en 2021, à 800 mètres de la maison. Enfin voilà, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous la connaissiez, si vous la connaissiez pas. Moi, ça s'est passé juste à côté, donc c'est pas que j'étais un peu obligée de la connaître, mais voilà, c'est quelque chose qu'on entend dans la région, quoi. Mais voilà, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, à me dire si vous voulez entendre une histoire en particulier. Moi, j'adore me renseigner. Donc voilà, bye.